Il disait qu'un artiste n'appartient jamais tout à fait à lui-même, qu'il est fait de ses cicatrices, de ses amours, de ses colères rentrées, et que le silence, parfois, est plus dangereux que les mots. Aujourd'hui, à 52 ans, Benjamin Biolay ne se retient plus. Pour la première fois, il parle sans détour de celle qui a traversé sa vie comme une évidence fragile, Vanessa Paradis. Leur histoire n'a jamais été simple, jamais totalement publique, jamais totalement secrète non plus. Elle a laissé des traces dans les chansons, dans les regards, dans les choix artistiques. On écrit différemment quand on aime quelqu'un qu'on ne peut pas retenir, aurait-il confié à un proche. Benjamin Biolay, c'est un compositeur à fleur de peau, un acteur presque malgré lui, un homme qui se cache derrière les orchestrations comme d'autres se cachent derrière un sourire. Vanessa Paradis, c'est une icône depuis l'adolescence, une voix reconnaissable entre mille, une femme qui a appris à protéger ce qui lui est cher. Entre eux, il y a eu une rencontre des années de connivence de création intense et le poids de ce qu'on ne dit pas. Ils se sont connus à un moment de leur vie où tout semblait possible. Le succès, la maturité, l'envie de travailler avec quelqu'un qui comprend le métier de l'intérieur. Lui cherchait une voix qui puisse porter ses mélodies comme un murmure qui brûle. Elle cherchait une écriture qui la libère, qui lui permette de dire autrement. Ensemble, ils ont enregistré, composé, tourné. Et autour d'eux, sans qu'ils le souhaitent, s'est construit un récit romantique que personne n'a jamais vraiment confirmé. Pendant longtemps, Biolay a gardé le silence. Il a laissé les chansons parler pour lui. Leur album commun, les interviews esquivées, les regards volés en coulisses. Tout cela était la ligne invisible de leur histoire. Mais aujourd'hui, il accepte de regarder en arrière. À 52 ans, il parle avec la distance de celui qui n'a plus besoin de se justifier. On sent une forme d'apaisement, de lucidité, il ne cherche pas à provoquer seulement, à dire simplement. Pourquoi maintenant? Pourquoi rompre cette discrétion quasi sacrée? Parce que le temps a fait son œuvre. Parce que certaines phrases n'ont de sens que lorsqu'on les prononce tard. Parce que les questions sur Vanessa Paradis reviennent toujours et qu'il préfère les réponses imparfaites à l'interprétation des autres. Ce n'est pas un règlement de compte, c'est une confidence à voix basse devant un micro, une manière de refermer doucement une porte, ou peut-être de reconnaître que certaines histoires ne se terminent jamais vraiment. Alors que Biolay raconte 3 questions traversent le reportage. Quel a vraiment été leur lien? Qu'est-ce qui a fragilisé cette relation si créative et que révèle aujourd'hui ce silence brisé? On ne tombe pas par hasard dans la vie de Vanessa Paradis. Il faut franchir plusieurs cercles, comprendre une manière d'être au monde, accepter qu'elle avance, entourée d'un calme presque irréel. Quand Benjamin Biolay la croise pour la première fois, il n'est pas l'artiste flamboyant qu'on imagine aujourd'hui. Il est déjà respecté, yes, mais encore dans cette période où l'on se cherche, où chaque projet peut tout changer. La rencontre a lieu en studio. Pas une soirée mondaine, pas un hasard télévisé. Un espace clos un peu froid, un silence particulier avant la première note. On raconte qu'elle est arrivée discrètement, presque sans bruit, avec cette façon de saluer, comme si elle connaissait déjà l'endroit. Biolay lui a levé les yeux, observé quelques secondes, puis s'est replongé dans les partitions comme pour ne pas trahir une émotion trop brusque. « Elle a une présence qui impose de ralentir », dira-t-il plus tard. Ils ne se connaissent pas vraiment. Ils ont entendu parler l'un de l'autre, bien sûr. La France artistique est petite, un album qui sort un rôle, qui marque une interview à la radio. Pourtant, il n'y a pas d'intimité, pas d'histoire. Il n'y a que ce moment suspendu où une voix rencontre une écriture. La session commence avec une chanson. Un titre encore fragile, une mélodie presque nue. Biolay joue au piano sans insistance. Elle écoute silencieuse les bras croisés, puis se penche légèrement. Et là, quelque chose se passe, un accord entre eux, une évidence qu'on ne peut pas fabriquer. Sa voix entre douce, presque retenue, comme si elle se méfiait de la première prise. Biolay ne dit rien, mais son regard change. Les techniciens, eux, sentent immédiatement que l'instant vaut plus que ce que la simple partition raconte. Plusieurs heures passent ainsi sans bavardage, avec des phrases courtes, des sourires timides. Vanessa propose une nuance dans la voix. Biolay modifie une note, ajoute une corde, enlève un souffle. Rien n'est spectaculaire, pourtant tout est intense. Leur langage commun, ce n'est pas la conversation, c'est la musique. À la pause, un café à la main, elle finit par lui poser une question simple. « Tu écris pour qui quand tu écris pour moi ?»
Il hésite, puis répond. Pour celle que j'imagine quand je t'écoute chanter. Elle sourit. Cette phrase aurait pu être prétentieuse. Elle ne l'est pas. Elle ressemble davantage à une confession d'artiste maladroite, sincère, presque enfantine. À partir de ce jour, la relation professionnelle ne sera plus une simple collaboration. Elle deviendra une sorte d'espace secret où chacun se permet de dire ce qu'il ne dit pas ailleurs. Biolay admire son intelligence instinctive, cette manière de comprendre une idée avant qu'on ne l'explique. Paradis, elle découvre chez lui une sensibilité brute, l'anti-calcul, l'anti-produit. Il compose comme on confie un secret. Elle chante comme on protège quelque chose. Les semaines qui suivent leur première session sont rythmées par des allers-retours entre les studios, les salles d'écoute, parfois même des conversations nocturnes pour affiner un arrangement. On dit qu'elle arrivait souvent avec une énergie calme, un carnet et une totale absence d'artifice. Lui parfois nerveux tablant le rythme sur la table, trouvant une modulation à la dernière minute. Ce n'est pas encore de l'amitié. Ce n'est pas encore une histoire non plus. C'est ce moment rarissime où deux artistes avancent à la même vitesse émotionnelle. Sans stratégie, sans volonté de séduire le public. La séduction, si elle existe, est uniquement musicale. À l'extérieur, personne ne sait vraiment ce qu'il fabrique. La presse, elle observe, invente, interprète. Quelques clichés volés des titres insinuants comme toujours. Biolay répond par le silence. Paradis aussi. Ils savent que parler trop tôt gâcherait quelque chose. Dans l'intimité du travail, leurs différences deviennent une force. Elle vient d'une carrière immense construite depuis l'adolescence. Lui vient de l'écriture de l'ombre du travail pour les autres. Cette asymétrie crée un respect mutuel presque pudique. Ils ne se jugent pas, ils se complètent. Au fil des sessions, une question s'installe sans jamais être formulée. Et si cette rencontre allait plus loin que la musique, personne ne peut y répondre. Même eux ne le savent pas. Tout ce qu'ils savent, c'est que chaque chanson achevée laisse une impression étrange, celle de partager quelque chose qui n'existe que dans les interstices, un silence, un regard, une phrase notée sur un carnet. La rencontre, c'est cela. Pas une date précise, pas un événement public. Une lente avancée presque invisible vers une forme de complicité artistique qui viendra marquer leur vie. Mais derrière la douceur du début, une question se glisse. Déjà, peut-on créer autant d'intensité sans que cela abîme quelque chose? Et l'histoire continue avec ce que le monde appellera bientôt les années de gloire. Le succès ne tombe jamais du ciel. Il s'écrit patiemment dans l'ombre des studios et les couloirs anonymes où résonnent des prises qu'on n'entendra jamais. Pour eux pourtant, la lumière arrive vite. Leur collaboration débouche sur un album qui trouve son public sans effort apparent. La critique parle d'une renaissance artistique, d'une évidence musicale, d'un duo où la fragilité devient une forme de puissance. Benjamin Biolay, jusqu'ici, reconnu dans les cercles exigeants de la chanson française, change de dimension. Vanessa Paradis, elle surprend encore une fois. Ce que certains pensaient connaître d'elle se transforme en une maturité douce, une autorité musicale qui n'a rien de spectaculaire, mais beaucoup de profondeur. Les plateaux télé se succèdent. Les magazines publient des portraits croisés. Certains journalistes cherchent l'histoire derrière l'histoire, cette complicité évidente qu'ils ne commentent pas. On voit Biolay sur scène un peu crispé, concentré sur les arrangements, le regard qui cherche parfois celui de Vanessa. Elle chante avec ce timbre reconnaissable un filet de voix qui n'a pas besoin de puissance pour marquer. Elle ne joue pas, elle habite la chanson. Au fond, le public entend quelque chose qu'il n'arrive pas à nommer un accord intime sans posture, sans effort. Ce n'est pas le duo d'un compositeur et d'une chanteuse. C'est une conversation émotionnelle, une correspondance de sensibilité. Les salles sont pleines, la tournée crée des souvenirs partagés. Dans les loges, les techniciens témoignent d'une atmosphère particulière, peu de mots, peu d'effusion, mais une confiance absolue dans le travail de l'autre. Biolay vit ces années comme une accélération. Ses propres albums trouvent un nouvel écho porté par une visibilité qu'il n'avait jamais cherchée mais qu'il accueille avec lucidité. Le succès, c'est dangereux quand il arrive trop vite, dira-t-il plus tard. Chez lui, il provoque une discipline presque sévère. Il écrit « La nuit retouche les cordes jusqu'à l'épuisement. Coupe recommence ». Ses proches racontent qu'il ne sortait presque plus obsédé par l'idée de ne pas décevoir. Pour Vanessa, ces années ont une autre couleur.
Elle revient au centre artistique de sa propre histoire. Elle n'est plus seulement l'icône des années 90, ni la voix de Joe le taxi devenu adulte. Elle devient une interprète dont les choix sont scrutés, respectés, attendus. Elle choisit de chanter des textes plus personnels, presque murmurés. Elle sait ce que la lumière impose, l'exposition, la narration des autres, les questions insistantes. Mais elle garde son mystère. Les interviews, elle les contrôle avec douceur. Elle dit juste ce qu'il faut jamais plus. Quand on les voit côte à côte, quelque chose intrigue. Ils ne cherchent pas à séduire les caméras. Ils ne se regardent pas comme on regarde l'autre pour provoquer un titre dans la presse. Ils se protègent mutuellement d'une manière discrète. On comprend que l'important se passe ailleurs dans l'écoute. Ces années-là, la France les regarde sans vraiment comprendre. Sont-ils amoureux? Sont-ils seulement artistes ensemble? Les rumeurs deviennent un bruit de fond. On les associe, on les compare, on les fictionnalise. Biolay lui encaisse mal ce qu'il perçoit comme une intrusion permanente. Vanessa, au contraire, sait vivre avec les projections du public depuis ses 14 ans. Elle avance comme si de rien n'était, mais c'est une façade construite avec le temps. Il y a des moments d'euphorie, des soirées de sortie d'albums où la musique semble justifier tout. Des rencontres professionnelles importantes, réalisateurs, producteurs, musiciens qui veulent travailler avec eux parce qu'ils représentent quelque chose de rare, l'alchimie. Entre eux, pourtant, on devine un décalage. Pour Biolay, chaque chanson est une forme de confession. Pour Paradis, chaque chanson est une traversée, un espace où elle peut se tenir hors du bruit. Ils vivent leur gloire de manière opposée, même si extérieurement tout semble uni. Les salles pleines, les applaudissements, les critiques dithyrambiques, les récompenses, tout cela cache une réalité plus intime. Le succès isole. Il crée une pression qu'on ne partage jamais entièrement. Un soir, après une émission de radio, quelqu'un aurait demandé à Biolay « Comment écrivez-vous pour Vanessa Paradis ?» Il aurait répondu en espérant qu'elle trouve dans mes mots ce que je ne sais pas dire autrement. Cette phrase reprise partout devient un symbole involontaire de leur collaboration. Elle est belle, mais elle porte une ombre, le sentiment que l'un donne plus qu'il ne reçoit. Pour Vanessa, le rapport est différent. Elle apprécie la profondeur de son écriture, le courage d'aller chercher la faille. Mais elle se méfie de ce que la musique peut révéler malgré soi. Elle qui a appris à séparer sa vie privée de l'image publique, voit dans leur succès une frontière fragile. Quand l'art devient trop intime, que reste-t-il de l'intimité? Les années de gloire sont donc un paradoxe. Elles sont magnifiques, fécondes, profondes, mais elles construisent aussi la fracture. Sous le vernis des applaudissements, une question prend forme silencieuse. Jusqu'où peut-on créer ensemble sans que cela blesse? Ce que le public ne voit pas, ce que personne ne raconte encore, c'est que les premières fissures apparaissent à ce moment précis quand tout semble parfait. Et c'est là que commence la véritable histoire, les fissures. On ne voit jamais les fissures au moment où elles apparaissent. Elles se cachent dans les creux d'une phrase, dans un silence trop long, après une répétition, dans un regard où l'on ne se reconnaît plus tout à fait. Pour eux, la fracture commence là où tout le monde les croit intouchables au sommet. Les premiers signes sont presque imperceptibles. Mais alors, ce soir-là, après un concert particulièrement intense, l'ambiance en loge est différente. Vanessa s'éclipse rapidement, saluant l'équipe d'un sourire poli. Biolay reste seul quelques minutes, assis, cigarette éteinte entre les doigts. Pourtant, quelques semaines plus tôt, il lui aurait fait écouter une nouvelle maquette. Ce soir-là, il garde le fichier pour lui. Ce n'est pas une dispute, pas de mots coupants. C'est l'absence de mots qui trouble. Leur langage commun, la musique, commence à se fissurer. Là où ils improvisaient ensemble, il y a désormais des hésitations. Là où elle ajoutait une nuance, il y a parfois un refus discret. Ils ne sont pas en guerre. Ils ne sont pas fâchés. Ils ne marchent plus au même rythme. Certains proches racontent que Biolay, dans ces mois-là, se montre plus tendu, plus exigeant, presque obsessionnel. Le succès lui impose une responsabilité nouvelle. Il ne veut pas être l'homme d'un duo, il veut rester entier dans sa création. Vanessa, elle cherche autre chose, la stabilité, un espace où l'émotion ne vient pas tout envahir. Elle a vécu l'exposition permanente depuis l'enfance. Elle sait le danger de se laisser absorber par l'histoire que les autres racontent à votre place. Ce soir-là, une interview change la donne.
On lui pose une question directe, trop directe. Benjamin Biolay est-il l'homme qui influence aujourd'hui vos choix artistiques? Elle répond avec calme. Je fais mes choix seul. Toujours. La phrase est vraie, honnête, presque nécessaire. Mais elle tombe comme une lame dans la presse. On la cite partout. On la déforme. Certains y voient un désaveu. Biolay lui entend quelque chose d'autre, une distance. Les jours qui suivent sont étranges. Ils se retrouvent en studio, comme toujours. Mais derrière les rires discrets, il y a une tension nue. Elle propose de ralentir un arrangement. Il dit non. Elle sourit. Il insiste. Rien de grave et pourtant tout est cela. C'est dans ces détails qu'une relation se transforme. Dans les coulisses, les techniciens observent sans comprendre. Pourtant, la musique reste belle. Le projet avance. Le public ne voit rien. L'entourage protège, étouffe les rumeurs. On parle encore de complicité, de fusion artistique. Mais cette fusion est devenue une lutte silencieuse. Comment être deux sans se perdre? Biolay écrit davantage seul. Il compose la nuit sans envoyer les maquettes. Ses proches remarquent qu'il se parle à lui-même en cherchant la bonne phrase. Vanessa, de son côté, se replie. Elle protège son cercle intime, sa famille et ses enfants. Elle sait que les artistes qui brûlent trop fort finissent par brûler les autres. La différence de rythme crée la fracture. Lui veut creuser la profondeur. Elle veut respirer. Lui veut dire. Elle veut préserver. Lui pense que la vérité est dans la faille. Elle croit que la dignité est dans le silence. On pourrait croire que les fissures portent sur l'amour. Ce serait trop simple. Ce qui se brise, c'est l'équilibre. L'équilibre entre deux visions de l'art, deux rapports à la vie, deux histoires chargées. Et puis arrive un moment charnière. Une nuit après un enregistrement très tard, elle lui dit « Je ne peux pas vivre au rythme de ta douleur. » Pas d'accusation, pas de reproche. Une constatation. Cette phrase n'est pas une rupture, c'est un miroir. Biolay ne répond pas immédiatement. Il garde ces mots comme une énigme. Lui pense que la douleur nourrit la création. Elle pense qu'elle finit par dévorer ce qu'elle touche. Dans les semaines suivantes, les rumeurs s'intensifient. Des titres sensationnalistes, des insinuations. Le fameux couple artistique qu'ils n'ont jamais confirmé leur échappe. Ils deviennent personnages d'un récit qu'ils ne contrôlent plus. Vanessa se ferme davantage. Elle refuse de commenter. Elle en a l'habitude. Biolay lui souffre de ce silence extérieur. Il voudrait clarifier, mais clarifier quoi? Ils n'ont jamais dit nous. C'est là que les fissures cessent d'être invisibles. Elles deviennent une évidence pour eux deux. Ils continuent à se voir, à travailler. Mais le fil est différent. La beauté des débuts s'est teintée de retenue. Une pudeur qui protège mais qui éloigne. Dans un documentaire des années plus tard, Biolay dira une phrase qui résonne comme un aveu. On peut créer ensemble un monde sans pouvoir y vivre à deux. Les fissures, ce n'est pas la fin, c'est l'annonce de la tempête. Et cette tempête, elle porte un nom qu'ils n'ont pas choisi, la rupture. La rupture n'a pas de date exacte. Elle n'a pas de scène finale, pas de porte qui claque. Elle se glisse dans les interstices du quotidien, dans ce moment où deux voix autrefois accordées ne parviennent plus à chanter sur la même tonalité. Pour eux, la crise n'a rien d'un scandale visible. Elle est intérieure, intime, presque silencieuse. Un jour, il n'y a plus de messages tard dans la nuit. Un autre, les maquettes restent dans un dossier sans destinataire. Puis les rendez-vous en studio s'espacent. On laisse passer du temps pour respirer. Le public l'ignore. Les médias, eux, inventent. Le point de bascule arrive sans qu'ils s'en rendent compte. Ce soir-là, après une séance d'enregistrement écourtée, Vanessa quitte le studio avec une douceur inquiète. Elle remercie l'équipe, serre la main de chacun, puis disparaît dans une voiture sombre. Biolay reste planté devant le piano. Ses doigts effleurent une phrase mélodique qu'il vient d'écrire, mais qu'il ne jouera plus pour elle. Il sait que quelque chose vient de changer. Pourtant, il n'y a pas de reproche, pas de colère. La rupture ici n'est pas une explosion, c'est une implosion. Ils se replient chacun de leur côté. Elle dans sa bulle protectrice, lui dans la nuit de l'écriture. Les jours suivants, les équipes parlent d'elle au passé immédiat, quand Vanessa venait, quand ils travaillaient ensemble. La réalité se transforme en souvenir alors même que rien n'a été dit. Les journalistes posent des questions détournées, l'entourage esquive. On évoque de nouveaux projets, des directions différentes. Personne ne prononce le mot rupture. Pour Biolay, c'est une période trouble.
Il compose sans relâche, mais la musique sonne différemment. Elle a perdu sa destination, ses chansons deviennent plus sombres, presque orchestrales, comme si elles avaient besoin de remplir le vide. Dans une interview à voix basse hors caméra, il glisse « On écrit différemment quand on a perdu quelqu'un sans pouvoir expliquer pourquoi ». Il ne précise pas de qui il parle. Il ne le fera jamais. Pour Vanessa, la crise est plus douce mais tout aussi profonde. Elle reprend le contrôle de son rythme, de sa respiration. Elle refuse les interviews trop insistantes. Elle protège ses enfants, son cercle familial. Elle sait que les histoires d'art dévorent souvent ce qui les a inspirés. Elle avance avec calme, mais ce calme est une défense. On pourrait croire que la séparation détruit leur admiration mutuelle. Ce n'est pas le cas. Au contraire, elle la fige. Elle l'empêche de devenir autre chose que ce qu'elle a été, une rencontre artistique intense, fragile, impossible à répéter. Mais l'admiration ne suffit pas à tenir une relation quand la vie demande des choix. Les proches racontent d'un dîner discret, quelques semaines après l'arrêt de leur collaboration. Une table en coin, peu de lumière, presque personne ne les reconnaît. Ils parlent peu. « J'espère que tu vas bien », dit-elle. « Je travaille beaucoup », répond-il. Le silence s'installe long sans agressivité. Elle finit par dire « Je sais que tu m'en veux ». Il secoue la tête. « Non, je t'en veux d'avoir raison ». Cette phrase clôt la discussion, pas par rupture mais par vérité. Ils savent qu'ils ne pourront pas réparer ce qu'ils n'ont jamais nommé. Dans les mois qui suivent, la tempête prend la forme d'un vide. Pas de communiqué, pas de mots publics. La presse parle à leur place. Des histoires fictives circulent. On imagine des conflits, des trahisons, des jalousies. La réalité est beaucoup plus simple, deux artistes qui ne veulent pas briser ce qu'ils ont créé ensemble et qui préfèrent s'arrêter. La crise laisse des marques. Biolay s'enferme dans le travail, multiplie les projets, comme pour trouver une façon de réapprendre à créer seul. Ses albums prennent un ton plus grave. Les arrangements se densifient. Vanessa, elle se tourne vers d'autres écritures, d'autres collaborations. Elle revient au cinéma, retrouve un rythme de création qui lui appartient. Les souvenirs de leurs années communes se transforment. Les chansons restent, mais elles prennent une autre couleur. Pour le public, ce sont des morceaux d'un moment exceptionnel. Pour eux, ce sont des fragments de ce qu'ils ont été et de ce qu'ils n'ont pas pu devenir. Plus tard, dans un documentaire consacré à sa carrière, on lui demande si certaines chansons sont liées à une histoire personnelle. Elle sourit, regarde un instant hors cadre, puis répond « Je ne commente jamais la vie privée des chansons. » La phrase paraît anodine. Elle est immense. Dans ce silence, il y a leur rupture. Une rupture qui ne se dit pas. Une crise sans bruit où chaque mot aurait été de trop. Mais après la tempête, il reste quelque chose. Une idée étrange, presque paradoxale, on peut perdre quelqu'un sans le quitter. Et c'est là que commence le chapitre le plus humain de cette histoire, après la tempête. Après la tempête, il n'y a pas immédiatement le calme. Il y a d'abord ce brouillard qui entoure toutes les habitudes déjà dissoutes, les idées qui cherchent une autre manière d'exister, l'absence de mots qui fait plus de bruit que n'importe quelle rupture officielle. Pour eux, la séparation artistique laisse une trace longue, presque géologique. Elle se dépose lentement dans leurs vies respectives. Les premières semaines ressemblent à un reflux. Chacun reprend sa trajectoire, mais avec une légèreté étrange, comme si le poids du duo s'était évaporé sans prévenir. Pourtant, l'écho de ce qu'ils ont construit reste partout. Chaque chanson qu'ils commencent porte encore une ombre familière. Chaque projet qu'elle accepte vient avec une question tacite. Est-ce que cela aurait sonné différemment avec lui? Benjamin Biolay vit cette période comme une réécriture de soi. Le vide laissé par la collaboration devient un terrain fertile, mais douloureux. Il travaille davantage, sans logique commerciale, presque par nécessité vitale. Il compose comme pour se prouver que l'inspiration ne dépend pas d'une seule voix. Les arrangements se densifient, les thèmes deviennent plus intimes, parfois presque autobiographiques. Dans une interview tardive, il dira « Le silence, c'est aussi une forme d'histoire. » Lui qui a toujours parlé à travers ses chansons découvre que l'absence d'une personne peut devenir un matériau artistique. Pour Vanessa, le mouvement est différent. Elle referme la parenthèse avec une douceur presque stoïque. Elle retourne vers ses repères, le cinéma, quelques projets choisissent une manière de travailler qui ne se laisse pas envahir. Elle protège son intimité encore plus qu'avant. Elle ne parle pas de lui jamais frontalement.
Et quand on insiste, elle répond avec un sourire presque un souffle. Les chansons, c'est déjà beaucoup. Les journalistes tentent de relier leur trajectoire. Ils cherchent des traces, des sous-entendus, des mots cachés dans les interviews. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le vrai dialogue entre eux n'a jamais été public. Il a eu lieu dans les studios, les couloirs vides, après minuit, les premières prises tremblantes. Tout ce qui est dit maintenant des années plus tard n'est qu'un reflet. Un événement va pourtant ramener leur histoire dans la lumière. Lors d'une cérémonie musicale, Biolay reçoit un prix important. Il monte sur scène visiblement ému et remercie ceux qui ont compté dans sa trajectoire. À un moment presque en fin de discours, il prononce une phrase qui surprend. « Merci à ceux qui ont donné un sens à mes chansons, même sans le dire. » Il ne cite pas de nom. Dans la salle, certains comprennent, d'autres non. Quelques mois plus tard, lors d'une interview filmée pour un documentaire, on lui demande s'il pense encore à cette collaboration quand il compose. Il hésite puis dit lentement « On n'oublie jamais la personne qui a rendu le silence supportable. » Cette phrase devient virale, analysée, citée, détournée. De son côté, Vanessa répond à sa manière. Pas dans une interview, mais dans un geste artistique. Elle enregistre un album plus dépouillé, presque acoustique, où chaque mot est pesé, chaque souffle gardé. Ceux qui la connaissent bien disent que cet album est une réponse silencieuse, pas à lui personnellement, mais à une période de sa vie où la vulnérabilité était un territoire dangereux. Elle laisse filtrer dans une interview écrite une phrase mystérieuse. « Chaque chapitre m'a appris à chanter autrement, sans expliquer lequel. Entre eux, il n'y a pas d'amertume, pas de regret spectaculaire. Il y a une lucidité tranquille, celle de deux artistes qui ont traversé ensemble quelque chose d'unique, mais qui ont compris que l'intensité a un prix. Ils ne se voient plus, mais ils ne s'effacent pas l'un de l'autre. On raconte qu'il lui envoie parfois un message bref après une performance marquante. Bravo. Elle répond simplement « merci ». 2 mots sans contexte qui contiennent pourtant une histoire entière. Avec le temps, quelque chose se dépose, se stabilise. La douleur devient souvenir. Le souvenir devient force. Biolay, libéré de la tension du duo, explore d'autres audaces musicales. Il collabore avec des artistes plus jeunes, ose des expérimentations que la pression du succès ne lui permettait pas. Vanessa, elle avance avec une sérénité nouvelle. Sa voix, toujours reconnaissable, semble devenue plus grave, plus ancrée. Elle chante moins pour séduire, plus pour raconter. Après la tempête, il reste une vérité simple, presque intangible. Tout ce qui a compté se retrouve un jour dans la création. Pas sous la forme d'un récit explicite, mais comme une empreinte. Leur histoire continue, transformée en matière artistique, en choix silencieux, en nuances que seuls les plus attentifs peuvent percevoir. Et c'est dans cette période, celle du recul, du regard apaisé, que le moment clé arrive quand l'un d'eux décide de briser enfin le silence. Non pas pour exposer une histoire intime, mais pour en révéler ce qu'elle a laissé en lui. La révélation n'arrive jamais comme on l'imagine. Elle ne surgit pas dans une émission à grande audience, ni dans une interview au ton provocateur. Elle apparaît dans un moment suspendu, presque accidentel, un instant où l'on oublie les caméras, où l'on parle non pas pour raconter, mais pour comprendre ce qui nous a traversés. Pour Benjamin Biolay, ce moment arrive à 52 ans. L'âge où les souvenirs se déposent, où la pudeur n'est plus une armure, mais une manière de transmettre. On l'invite sur un plateau intimiste, une longue conversation filmée en clair-obscur, un décor minimal, une table de micros et du silence entre les questions. Il n'est pas venu pour faire une annonce. Il n'est pas venu pour expliquer le passé. Il est venu parce qu'à cet âge, on accepte de regarder en arrière avec honnêteté. La journaliste lui demande ce que les collaborations les plus importantes de sa carrière lui ont appris. Il parle de musique, de composition, de rencontres. Puis elle prononce un nom que personne n'a osé dire frontalement depuis des années, Vanessa Paradis. Le plateau se fige légèrement. Biolay ne détourne pas le regard. Il prend une respiration lente comme s'il cherchait les mots justes, pas les mots spectaculaires. Puis il dit calmement. Avec Vanessa, j'ai compris que certaines histoires ne se vivent pas, elles se traversent. La journaliste ne répond pas. Elle attend. Biolay poursuit la voix basse. On a partagé quelque chose d'indéfinissable. Ni une amitié, ni une histoire au sens classique. C'était 2 vies qui se frôlent et qui laissent une marque. J'ai écrit différemment à ce moment-là. Elle a chanté différemment aussi, je crois. Il ne cherche pas à romancer. Il ne cherche pas à se protéger.
On sent que ce qu'il dit n'est ni une déclaration ni un aveu, c'est une reconnaissance. Une manière de donner une forme à ce qui n'en avaient jamais eu parce qu'ils avaient refusé à l'époque de nommer ce lien. Puis vient la phrase que personne n'attendait. Je n'ai jamais parlé de cette histoire avant parce que ce n'était pas la mienne seulement. Elle m'a appris à taire ce qui n'appartient pas qu'à soi. Un silence lourd suit ces mots. Pas un silence gêné, un silence respectueux. La journaliste murmure « Et aujourd'hui ?» Pourquoi parler aujourd'hui? Il réfléchit longuement. Parce qu'à 52 ans, on ne cherche plus à posséder les souvenirs. On les laisse vivre. Et parce que je n'ai aucune amertume. Ce n'était pas fait pour durer. Mais ça a changé ma façon de créer. Ça m'a construit même dans la douleur. Il parle sans désigner, sans expliquer les détails. Il n'y a pas de date, pas de scène racontée, pas de phrase qu'on pourrait détourner en polémique. Ce qu'il partage, c'est l'émotion nue, dépouillée, lente, posée. La journaliste ose une dernière question d'une voix presque fragile. Avez-vous eu mal? Biolay sourit un instant, pas un sourire de façade. Bien sûr. On a mal quand on perd la possibilité de dire les choses, mais cette douleur-là, elle m'a permis d'écrire. Elle a donné un sens à des chansons qui sans elle n'auraient été que des mélodies. Et puis il lâche cette phrase la plus personnelle de l'entretien, celle qui fera le tour des réseaux, mais que lui prononce comme une évidence simple. Vanessa a été sans le savoir l'histoire que je n'ai jamais écrite dans mes chansons parce que la chanson, elle devait rester à tout le monde. On aurait pu croire que ce moment serait une libération bruyante. Il n'en est rien. C'est une libération en douceur. Pas de scandale, pas de regret. Juste de la gratitude et une forme d'humilité. Quelques jours plus tard, interrogée lors d'une apparition publique, Vanessa Paradis répond brièvement, avec cette élégance qu'on lui connaît. On lui rapporte les mots de Biolay. Elle écoute attentivement, puis dit presque dans un souffle « Il a toujours su dire les choses avec poésie » et ajoute après une courte pause « Je suis heureuse qu'il en parle avec paix ». Ce n'est pas une confirmation, ce n'est pas un commentaire sur leur relation. C'est une réponse qui ressemble à ce qu'ils ont toujours été discrets, pudiques, liés par quelque chose qui dépasse les mots. La révélation n'a pas pour but de rouvrir une histoire, mais de la refermer convenablement. Elle donne une forme tardive à ce qui avait toujours été flou. Elle évite le non-dit total, ce trou noir où les souvenirs se déforment. À 52 ans, Biolay ne cherche plus à expliquer. Il transmet. Il dit ce qui compte pas pour convaincre, mais pour apaiser. Et cette confession tardive ouvre un dernier chapitre, non pas une suite, mais un épilogue, celui où le temps reprend sa place, celui où les souvenirs cessent de brûler. Il n'y a pas de dernière scène, pas de phrase parfaite pour conclure ce qui n'a jamais été dit. Leur histoire n'a pas connu de déclaration publique ni de promesses rompues. Elle s'est tissée dans l'ombre des studios, dans les silences, qui ont souvent dit plus que les mots. Aujourd'hui, chacun suit son chemin. Benjamin Biolay continue de composer, d'explorer, de collaborer avec des artistes qui n'étaient encore que des enfants lorsqu'il écrivait pour Vanessa Paradis. Ses albums portent une maturité nouvelle, une sorte de gravité douce. On y entend parfois l'écho d'un passé sans nom, une nuance, un accord, un souffle. Mais il ne chante jamais à propos d'elle. Il chante avec ce qu'elle a laissé. Vanessa, elle avance avec cette grâce tranquille qui la définit depuis toujours. Elle choisit ses projets, ses films, ses albums, avec une pudeur rare dans un milieu où tout se raconte trop vite. Elle ne défend pas ses souvenirs, elle les protège. Sa voix semble plus grave aujourd'hui, plus enracinée dans le temps. Elle ne chante pas sur lui, elle chante comme si elle avait tout vécu déjà. Entre eux, il n'y a pas de retour, pas de projet secret, juste un regard qui ne juge pas. On raconte parfois qu'ils se croisent lors d'événements privés dans une loge, dans un couloir de studio. Pas de gestes spectaculaires, un sourire, une inclinaison de tête, un « tu vas bien » presque murmuré. Ce n'est ni le passé, ni le présent. C'est ce qui reste. Le public lui retient une histoire qu'ils n'ont jamais confirmée. Une histoire qu'il a remplie à sa manière avec ses fantasmes, ses suppositions, ses images projetées. On ne peut pas lui en vouloir, l'alchimie artistique nourrit toujours l'imagination. Mais le public ne saura jamais ce qui a vraiment eu lieu. Et peut-être que l'essentiel n'est pas là. Peut-être que l'essentiel est dans ce qu'ils ont offert au monde des chansons où deux sensibilités se sont rencontrées puis séparées sans bruit. La musique ne garde pas les dates, elle garde les traces. Si l'on revient à ce moment où Biolay prononce enfin ces mots tardivement avec paix, on comprend que cette confession n'était pas un dévoilement. C'était une manière de rendre hommage à ce qu'il a traversé. Ce n'était pas parler de Vanessa Paradis, c'était parler grâce à elle.
Il a dit ce qu'il pouvait dire sans trahir ce qui ne lui appartenait pas. Elle a répondu ce qu'elle pouvait répondre sans ouvrir une porte que le temps avait déjà fermée. Dans un documentaire consacré à sa carrière, une phrase de Vanessa revient comme un fil rouge. La vie privée n'a pas besoin de témoins. C'est peut-être la clé de leur histoire. Ils ont créé ensemble sans témoins. Ils ont vécu ce que l'art exige parfois, cette zone floue entre la vie et l'œuvre où l'on ne sait plus très bien ce qui nourrit l'autre. Et puis, il reste ce qui ne change pas. Les chansons existent encore. Elles traversent les années, les époques, les histoires. Ceux qui les écoutent aujourd'hui ignorent pour la plupart ce qu'elles contenaient. Et peut-être que c'est mieux ainsi. Ce sont des chansons pour tout le monde. La caméra se retire lentement. La voix off se fait plus faible. On comprend que cette histoire n'a jamais été tragique. Elle a été humaine, avec ses maladresses, son intensité, son silence. Et dans ce silence, quelque chose continue d'exister. Benjamin Biolay dit parfois que certaines rencontres ne s'achèvent pas. Elles changent de place. Elles passent de la vie au souvenir du souvenir à la création. Ce qu'ils ont partagé ne sera jamais raconté dans les détails, parce que les détails appartiennent à ceux qui les ont vécus. Alors l'image se fige sur une table imaginaire ou réelle. On ne sait pas. On voit une photo, deux silhouettes côte à côte dans la lumière discrète d'un studio. Le cliché n'a pas de légende, le temps lui ne dit plus rien.